La maison de Madame Helvétius n'était pas à Passy, elle était à Auteuil. C'était la maison de Franklin qui était à Passy. Deuxièmement, il semble, que j'ai dit, au lieu de vous dire Joseph de Maistre, ou Maître, on va dire la famille, je vous ai dit Xavier, si c'est corrigé, car c'est Joseph de Maistre ou Maître qui avait écrit cet opuscule au duc de Brunswick. La situation de la France en 1797-99 et celle de la maçonnerie était également paradoxale. La maçonnerie avait donc désormais un centre, le Grand Orient. Et si vous voulez lui écrire une lettre, voilà comment il faut écrire à partir de ce moment-là. L'adresse postale, c'est ceci. Le Grand de Nettory, rue Cadet, Paris. Vous voyez bien que le Grand de Nettory, c'est une façon de... Ils ont changé les lettres, mais ça veut dire le Grand Orient. Donc, à partir de ce moment-là, le Grand Orient s'appelle, au point de vue du public, le Grand de Nettory, et est une organisation bien tenue, très administrative, solide. Ça a répandu déjà une cinquantaine de loges en France. Mais où la vie intellectuelle est maigre, et où il n'y a pas beaucoup d'activité, si ce n'est celle qui vient du centre moral de la maçonnerie, qui est la maison de Madame Helvétius à Auteuil, et des gens puissants de la maçonnerie qui sont les membres de l'Institut, qui est la principale arme de guerre de la maçonnerie. Ne vous étonnez pas de cette dualité ou triplicité, puisque même dans notre Sainte Mère l'Église, il y a des moments où le centre spirituel de l'Église est plus à Rome que dans tel ou tel autre endroit. Si vous prenez l'histoire du Xe siècle, que j'aime beaucoup, très jolie histoire, c'est l'époque où on a fait l'Europe, eh bien, le Saint-Siège était très bas, très très bas. Mais le pape eut tout de même la sagesse de donner aux abbés de Cluny un rôle énorme, et Cluny jouait dans la chrétienté le rôle du moteur spirituel et du foyer d'où rayonnait spiritualité, mysticité, liturgie, art religieux, etc. Et pendant un siècle, ce fut ainsi, jusqu'au moment où le Saint-Siège reprit, plus de forme, plus de courage, et fut en même temps non seulement le centre réel, l'autorité de l'Église, mais aussi de nouveau le centre des impulsions spirituelles. Alors vous voyez, il peut donc y avoir dans les grandes institutions ce caractère religieux, cette dualité entre l'institution et ce qui en fait le moteur moral et spirituel. La maçonnerie était donc forte, mais vous voyez, il y avait là une certaine ambiguïté. Quant à la France, elle était exsangue et ruinée. Chaque gouvernement faisait faillite, on réduisait les rentes, les citoyens en avaient par-dessus la tête. Et les trois quarts de la nation ne demandaient qu'une chose, le retour de la monarchie. Un homme fort intelligent qui s'appelait M. Dondré, avait réussi à organiser un parti monarchiste et catholique qui avait emporté presque tous les sièges vacants en 1796, et aux prochaines élections, ils auraient eu la majorité absolue. Naturellement, les maçons ne pouvaient pas trouver ça très agréable. Et il s'est fait une coalition entre des maçons, instituts, si vous voulez, ceux qu'on nommait les pourris, c'est-à-dire Barras, Talleyrand, et tous les gens qui avaient gagné de l'argent en spéculant sur les biens de l'Église, et l'armée, dont les cadres étaient gorgés d'or, de victoires, et voulaient continuer sans être arrêtés par une restauration. C'est ainsi qu'en 1797 suivait le coup qu'on appelle le coup de Fructidor, qui était une nouvelle petite terreur
on a déporté à la Guadeloupe, à la Guyane, un des directeurs, M. de Barthélemy, une cinquantaine de députés, plusieurs centaines de vieux prêtres, d'autres sont restés et de jeunes prêtres, d'autres sont restés en France dans les prisons ou sur des bachots ancrés dans les rivières. Donc il y a eu là un retour de terreur parce que la maçonnerie et les pourris voulaient garder le pouvoir. C'est Augereau, cette fois-ci c'était plus Bonaparte, mais c'est Augereau que Bonaparte avait délégué pour faire le coup. Il faut dire que d'André s'était laissé surprendre, et qu'une fois de plus, les éléments de droite n'avaient pas su s'entendre, bien qu'ils aient été prévenus du coup menaçant. Seulement, ce coup-là ne résolvait rien, parce que on pouvait bien empêcher la masse de la population d'exprimer sa volonté, mais alors on ne pouvait pas en même temps empêcher les extrémistes communistes qui commençaient à apparaître avec Buonarroti, avec d'autres, de se dresser, d'organiser des complots et de relancer un nouveau club des Jacobins. Par conséquent, le directoire était pris entre le diable et la mer, comme on dit en anglais, et il pouvait se maintenir en faisant un coup de force et un coup d'État à chaque élection, ce qui donne à des démocraties un charme très particulier, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc, on le savait. Tout le monde préparait quelque chose. Le général Joubert, qui était un très bon jeune homme, avait promis de devenir dictateur et pour faire plaisir à tout le monde. Mais il a été tué à la guerre. C'est une bêtise, il ne faut jamais faire ça. Ensuite, M. de Barras, qui lui était un bon pourri, et qui avait tué des ancêtres distingués, s'orientait vers une restauration monarchique. Seulement, Louis XVIII, le régent à ce moment-là, parce qu'on croyait encore que le duc de Normandie vivait, le régent donc ne voulait pas payer assez cher. Et la négociation traînait terriblement entre Louis XVIII et Barras. Elle était pourtant très engagée. Et par la suite, Barras est toujours resté l'ami de Louis XVIII jusqu'à sa mort. Enfin, pendant que tout ça traînait, les maçons, qui avaient des grands nez, sentaient bien que ça ne durerait plus très longtemps, qu'il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose, ils ont eu une idée de génie, ils ont dû se repentir, mais tout de même qui a été bien commode. Ce quelque chose s'appelait M. Napoléon Bonaparte. Ici, il faut parler de la carrière maçonnique de Napoléon Bonaparte. Si vous lisez les historiens maçons du XIXe siècle, ils disent tous que Napoléon était maçon. Si vous lisez les historiens maçons du XXe siècle, ils disent tous que Napoléon n'était pas maçon. Et la raison est tout simplement qu'au XIXe siècle, Napoléon était encore très populaire, alors qu'au XXe, il n'est pas très populaire. En fait, les maçons ne disent pas la vérité. Voici ce que mes recherches m'ont permis de trouver, et vous allez voir que ce n'est pas une certitude, mais que c'est une grande probabilité. La famille du jeune Bonaparte était une famille chrétienne et surtout excessivement superstitieuse, comme sont quelquefois les Italiens et quelquefois les Corses. Il fut élevé chrétiennement avec un oncle Fesch qui était un bon prêtre dans son genre, un peu gros, mais enfin il fut élevé chrétiennement seulement en même temps quand, pour récompenser le père Bonaparte qui avait servi la France en Corse, le roi de France lui dit d'envoyer son fils aîné à l'école de Brienne pour faire des études aux frais de l'État. Ce n'est pas l'aîné qui était Joseph, qui était un petit peu un gros patapou, mais ce fut Napoléon Bonaparte qui était malin comme un singe, qui fut envoyé. Et Napoléon, alors, à Brienne, menait une vie de fou, il organisait toutes les résistances, il classait les gosses en 2 sections, puis il les faisait taper sur la gueule. Enfin, il a eu une vie d'écolier très vive, mais en même temps, il avait une intelligence formidable. Et il est sorti dans l'artillerie avec un bon rang, et il a été dans un régiment d'artillerie. Or, entre 1785 et 1790, tous les régiments d'artillerie avaient des loges. Et automatiquement, quand un jeune officier entrait,
dans le régiment, si vous l'avez bien vu, il entrait dans la loge, d'autant plus que, dans ce cas-là, Napoléon avait plus ou moins perdu la foi, qu'il n'avait jamais eu beaucoup, donc il a certainement été initié dans ce régiment d'artillerie. Et vous comprenez bien que quand il a été premier consul, empereur, il n'a eu aucune fierté, c'est de laisser comme ça inscrire à la maçonnerie comme un petit gigolo, et il a pris les précautions pour que ce soit supprimé, ce qui n'était pas très difficile quand on est empereur. Donc nous ne trouverons jamais la preuve matérielle, mais nous avons 1 million d'indices. D'abord, tous les maçons de cette époque-là l'appelaient le frère Napoléon. Ensuite, il a été le protecteur constant de la maçonnerie. Il en a employé le langage et il a fait, vous allez voir, une politique très nettement maçonnique. L'histoire de Napoléon, donc, comme tous les maçons, il était orléaniste en 1788 et 9. Et il comptait fermement sur la victoire du duc d'Orléans. C'est encore une preuve. Car en général, les factieux qui défendaient Orléans étaient des maçons. Donc il était orléaniste. Et au fond, il a dit une phrase qui est très vraie. C'est que si Orléans avait été un peu plus courageux et Louis XVI beaucoup plus lâche, la révolution aurait mieux tourné, il y aurait eu moins de sang. Mais seulement, le duc d'Orléans était lâche et Louis XVI était courageux. Enfin, il attendait donc le succès du duc d'Orléans, et quand il a vu que ça ne venait pas, et qu'il y avait au contraire une agitation en Corse, il est reparti vers la Corse, et là il a rencontré un jeune homme assez charmant, qui s'appelait Augustin Robespierre, qui était le frère de Maximilien, dont il est devenu l'ami, et alors du Grand Orient, il est passé dans la Grande Loge, grâce à laquelle il a eu un commandement. À Toulon, il s'est rendu fameux, et il était droit vers la gloire quand Robespierre est tombé, et que lui-même a été mis en prison. Et puis, tout de même, ça n'a pas duré très longtemps. Les Thermidoriens avaient peur de décapiter trop. Donc il est sorti de prison, mais le jeune Napoléon était dégoûté de la France, dégoûté de tout ça, et il traînait des bottes percées sur le pavé de Paris avec l'intention d'offrir ses services soit à la Russie, soit à la Turquie. Mais à ce moment-là, M. Daunou et M. Volney, qui étaient les deux grands démarcheurs des idéologues, l'ont rencontré, l'ont invité à déjeuner et ont été frappés par son intelligence, l'ont présenté à la Réveillère Lépeau, qui l'a présenté à Barras, et ensuite, Daunou, qui était du comité exécutif, l'a fait utiliser par Barras pour vaincre les monarchistes. Il était lancé, et c'est la grande carrière, donc il a été remis en selle par les idéologues et par les gens de l'Institut. Et à partir de ce moment-là, la carrière militaire de Napoléon est parallèle à une carrière de membre de l'Institut qui a été d'un éclat extraordinaire. Je vais vous lire le discours qu'il a, pas tout, n'ayez pas peur, un bout du discours qu'il a écrit après la paix de Campo Formio, et je vais vous lire des extraits de certaines de ses lettres quand il était en train d'occuper l'Italie et d'arracher une partie des États au pape. Voici ce qu'il écrivait à ses amis maçons. Vous verrez bien que ça a une odeur maçonnique. L'armée est à 3 jours de Rome. Je suis à traiter avec cette prêtraille. Et pour cette fois-ci, Saint-Pierre sauvera encore le Capitole en nous cédant ses plus beaux États. Ensuite, il organisa à Rome un soulèvement que les troupes du pape vainquirent, mais au cours de cette bataille, le général Berthier le général Dufaux fut tué, Berthier occupa Rome, la fit piller, et puis, à ce moment-là, Napoléon et les gens du Directoire décidèrent d'envoyer un maçon sûr pour organiser une république romaine. Et quel fut le maçon sûr? Ce fut M. Daunou, qui fut expédié de Paris pour républicaniser Rome et faire d'un Nice au Saint-Père. Vous voyez comment un oratorien peut quelquefois faire des travaux
à double face. Quelques mois plus tard, après avoir vaincu les Autrichiens, Bonaparte revenait à Paris. Et le 20 primaire en 6 faisait devant le directoire un grand discours pour fêter ce traité de Campo Formio. Et il disait: la religion, la féodalité, le royalisme ont successivement depuis 20 siècles gouverné l'Europe. Mais de la paix que vous venez de conclure, une belle paix, de la paix que vous venez de conclure date l'ère des gouvernements représentatifs. Vous êtes parvenus à organiser la grande nation, dont le vaste territoire n'est circonscrit que parce que les limites de la nature en a posé elle-même. Et il développait ce thème que seule la révolution, les idées révolutionnaires, et puis la maçonnerie donnaient à la France sa plénitude. À ce moment-là, les plus belles fêtes qui lui furent données par les membres de l'Institut, dont nous, Cabanis et les autres. Et à partir de ce moment-là, il a lié son sort à tel point que quand il est parti pour l'Égypte, il a offert d'emmener Destutt de Tracy, Daunou, Cabanis et beaucoup d'autres. Seulement les plus malins, comme Destutt de Tracy qui avait été officier, se sont un peu méfiés, ils ne sont pas partis. Il n'y a que des imbéciles comme Monge qui sont partis. Enfin, Monge est revenu, par conséquent, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, Napoléon Bonaparte faisait tout au monde, à ce moment-là, pour se lier à l'Institut et pour en tirer le maximum de bénéfices. Dans le grand discours qu'il fit à cette époque-là, il déclarait que l'activité la plus honorable pour un homme, c'était celle qui consiste à étudier et à développer les idées des hommes. Ainsi, la carrière de Napoléon se jouait sur deux terrains. Elle se jouait sur le terrain des armées et elle se jouait sur le terrain des idées, en compagnie des idéologues et en compagnie de l'Institut. Tout cela allait excessivement bien, seulement comme vous le savez, parce que vous savez l'histoire, le pauvre cher Napoléon Bonaparte a subi une terrible défaite en Égypte. Les livres d'histoire français ont la pudeur de ne pas nous le dire, mais tout de même sa flotte s'est fait écraser et lui-même s'est fait battre à Saint-Jean-d'Acre par Sidney Smith. Donc vous voyez que quand il rentrait en France, en vitesse, sans avoir été rappelé par le directoire, car le général Napoléon Bonaparte était extrêmement courageux dans la victoire, mais ne l'était pas dans la défaite. Il ne le fut ni en Égypte, ni ensuite en Russie, où il a fichu le camp, en laissant ses troupes et en les laissant dans un état absolument lamentable. Donc vous le voyez, Napoléon Bonaparte est revenu d'Égypte plutôt penaud. Naturellement, il ramenait un spahis chamarré, naturellement, il ramenait des brassées, des tendards, mais tout cela, au fond, n'était rien, et le directoire le savait très bien. Seulement, l'Institut lui a fait un énorme triomphe. On a donné un banquet, on a donné des réceptions, on a célébré son œuvre, on a célébré sa victoire, et vraiment, d'une défaite, intellectuellement, ils ont fait quelque chose de magnifique, et dans la plupart des manuels français, vous verrez des éloges sur cette expédition mal conçue, mal menée, et qui s'est achevée par la capitulation de toutes les malheureuses troupes françaises qu'il avait laissées là-bas, sans leur donner aucune possibilité de s'en sortir. Enfin, il était à Paris. Et lâché par beaucoup de gens, même par toute une partie de l'armée, dont Bernadotte avait un grand nez lui aussi, il était tout de même soutenu par les maçons. Alors, il a fait des visites. Première visite, Madame Helvétius. Elle crachotait, elle n'était pas très jeune, mais il avait une cour. Et alors, grâce à cela, eh bien, elle a été séduite. Ça arrive aux vieilles dames. Il faut savoir se servir des vieilles dames, messieurs, vous serez prêts, vous verrez. C'est quelquefois ce qu'il y a de plus intelligent sur Terre. Eh bien, donc il a eu Madame Helvétius. Et en même temps, il a eu Cabanis. Cabanis était un être frêle, charmant.
maçon, mais quelqu'un de raffiné. Et l'intelligence extraordinaire de Bonaparte, avec l'intelligence intuitive de Cabanis, se sont plus. Et donc, Cabanis est de tous les idéologues maçons celui qui a marché avec une fougue, avec une affection très spéciale pour Bonaparte. Car Daunou se méfiait un peu. Daunou était un vieil ecclésiastique roublard et il voyait bien que ce jeune homme avait le dos bien dur et le regard bien âcre. Mais enfin, Cabanis ne se méfiait pas et pour préparer Brumaire, l'opération fut faite en grande partie par la maison d'Auteuil, où les deux frères de Napoléon, Joseph et Lucien, qui étaient l'un et l'autre députés et membres du Sénat, avaient leur entrée. Et ainsi, Napoléon fut l'homme providentiel pour les maçons, qui évitait la monarchie, qui évitait le communisme et qui escamotait la restauration sur laquelle comptait Louis XVIII. Napoléon fit comme on fait dans les omelettes. Il ne voulait pas des monarchistes, il ne voulait pas des communistes, alors il ne voulait pas des jacobins, il a pris les idéologues pas trop tarés, ceux de ses généraux pas trop malins, et avec les intrigues de ses frères qui étaient en Corse, ils étaient infiniment plus malins que tous les autres. Et tout de même l'aide des idéologues, puisque c'est grâce à une proposition de Daunou que le Conseil des 500 a eu le droit de se transporter à Saint-Cloud. Ensuite, c'est grâce à l'aide de Sieyès et des autres idéologues qu'on a réussi à organiser la rumeur d'une révolte communiste et que le coup d'État a pu se faire sans verser de sang, avec un coup de pied dans le cul de député, ce qui fait toujours plaisir aux Français. Donc, la situation s'est faite brillamment et simplement, et Napoléon est arrivé au pouvoir, poussé et soutenu, vous le voyez, par les idéologues. En général, les livres ne rendent pas assez compte du néant dans lequel il était sorti, parce que quand il est arrivé d'Égypte, Barras a hésité à le faire flanquer en prison. C'était un général qui avait déserté devant l'ennemi, sans aucun ordre, simplement parce que les Anglais lui avaient fait parvenir des gazettes disant que les armées françaises étaient vaincues et que la France était en mauvais état. Donc il avait fichu le camp, avec sa poule et les membres de l'Institut, et en laissant toute son armée. Ainsi, il a été sauvé, et il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, et dans des conditions où il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Parce que le peuple français, messieurs, comme tous les peuples, il est avant tout paresseux. On lui donnait la paix, on lui donnait le moyen de travailler, on lui donnait le moyen de gagner de l'argent, on supprimait en même temps les clubs, la guillotine, la planche à billets. Alors, ouf, on allait danser, puis on allait se marier. Donc, Napoléon commençait sous de très beaux auspices, et comme il était un grand organisateur, il a su en tirer parti. Ce début de l'administration de Napoléon Bonaparte est très brillante, et elle est marquée par son adresse à bien jouer des gens de l'idéologie. De Daunou et des idéologues les plus brillants, il a fait des membres du tribunat. Vous savez que pour rendre inefficaces les assemblées, on avait fait 4. Pour voter une loi, il fallait que 4 personnes, 4 assemblées différentes prennent des décisions. La seule où on pouvait parler, c'était le tribunat. Alors, il connaissait ces vieux messieurs, il savait que c'était bon pour eux de parler, alors il les a flanqués au tribunat. Il a mis là, Daunou, quelques autres, et puis un autre monsieur Sarmont, qui était un petit peu idéologue, mais pas tout à fait, monsieur Benjamin Constant. Benjamin Constant était un esprit très brillant, très intelligent, un assez honnête homme, et auquel la divine providence avait infligé une punition terrible. Il était l'amant de Madame de Staël. Et à ce titre, elle l'avait poussé parmi les idéologues, mais peu après, après l'avoir poussé avec les idéologues,
Madame de Staël avait eu une discussion sur l'existence de Dieu avec Daunou. Et elle avait engueulé Daunou. Ce qui avait brouillé Madame de Staël, qu'elle était déiste. Elle était protestante, mais elle était déiste. Elle aimait presque autant Dieu que les hommes, et c'est pas peu dire, ça. Donc, elle s'était brouillée avec les idéologues, et en même temps, elle avait rendu la situation de Benjamin très délicate. Quoi qu'il en soit, le consulat commençait dans cette nuance. Gouvernement issu d'un gouvernement issu de la Révolution, mais qui apportait l'ordre, le calme et une certaine dose de silence, parce que Napoléon voulait qu'on lui obéisse et qu'on se mette au garde à vous. Donc, quand les gens du tribunal, même M. Daunou, ont commencé à faire un blablabla et à parler de la liberté, puis on a vidé le tribunal et on a mis M. Daunou conservateur des archives de l'Empire. Sois bien gentil. Il n'a pas bougé. Mais il y avait un problème. Napoléon avait mis la main, vous verrez comment, sur la franc-maçonnerie. Et il y avait une autre force qui se reformait. Et cette autre force, c'était l'Église. Et Napoléon était bien trop malin pour ne pas essayer de mettre la main sur elle aussi. L'opération s'est appelée le Concordat. Le Concordat consistait à reprendre l'idée de la constitution civile du clergé en la rendant beaucoup plus modérée, pratique, et en affectant à l'égard du Saint-Siège un certain respect. Je dis affectant, vous verrez pourquoi. Or, le pauvre cher pape, vieux, très désireux de voir en France renaître la religion, très désireux de voir les malheureux prêtres français cesser d'être persécutés, a écouté Napoléon. Et le Concordat était fait dans des conditions telles que le culte pouvait reprendre à peu près dans tout le pays, tout à peu, à condition que tous les évêques démissionnassent et que Napoléon en nommât à son goût, avec le contrôle du Saint-Père. C'était une première chose. Bien. Deuxièmement, après ce coup de pouce, Napoléon a ajouté, sans prévenir le pape, au texte du Concordat qui avait été discuté avec les envoyés du pape, des articles qui étaient de sa seule main. Et ces articles muselaient l'Église. Ces articles muselaient l'Église en interdisant la création de petits séminaires, ou du moins en laissant une très petite latitude, et en limitant extrêmement les grands séminaires. L'Église existerait, l'Église fonctionnerait, l'Église imposerait un catéchisme où parmi les devoirs essentiels de l'homme, il y avait de servir l'empereur. Je l'ai à part, je vais vous l'apporter, je vous l'apporterai la prochaine fois. Il y avait une question, quel est le premier devoir d'un citoyen français catholique? C'est de rendre hommage, service et fidélité à Sa Majesté. Bien. Donc, ça, il était content, oui. Et en même temps, il tenait l'Église. Daunou l'avait compris. C'était sous une forme un peu adoucie, la même idée donc que celle de constitution civile du clergé, seulement les plus excités, et en particulier M. Volney, ont été furieux. Volney a été voir Bonaparte et lui a dit: tout de même, monsieur le premier consul, est-ce que c'est cela que vous nous, citoyens, est-ce que c'est ça que vous nous aviez promis? Bonaparte a dit: calmez-vous. La religion en France a la mort dans le ventre. Vous en jugerez dans 10 ans. Voilà l'attitude de Bonaparte, quelques mois après la signature du Concordat. Donc, il entendait bien faire ceci graduellement. Seulement, l'homme propose et Dieu dispose, et Napoléon a été tellement occupé de ses guerres, a eu tellement besoin de soldats, a eu tellement besoin d'obéissance, comme le clergé obéissait comme des petits toutous, eh bien, il les a laissés un peu plus tranquilles qu'ils ne le croyaient, et la situation a évolué autrement. Il n'y a pas eu de grande renaissance, mais tout de même, l'Église a repris pied dans les campagnes, ce qui était beaucoup. Voyons maintenant quelle était la relation de Napoléon avec la maçonnerie. Voici la lettre d'un préfet
le préfet du Var, au sous-préfet de Toulon, en 1802, qui voulait supprimer 2 loges à la fin du consulat. 28 Brumaire en 19 novembre 1802. Vous me consultâtes, citoyen sous-préfet, par votre lettre du 14 Messidor en 9, 3 juillet 1800, sur la question de savoir si vous deviez tolérer les loges de francs-maçons. Par ma réponse du 19 du même mois, je vous demandais que je ne connaissais aucune loi qui défendit une société dont l'objet n'était pas de s'occuper de discussions politiques ou religieuses, mais que ces réunions, comme toutes autres, étaient soumises à l'action de la police, c'est-à-dire que le maire doit être prévenu du lieu où l'on s'assemble, parce qu'il est de son devoir de veiller à la police extérieure. Vous auriez pu induire de là qu'une association de citoyens honnêtes et composée en grande partie de fonctionnaires publics ne doit pas être soumise à des règles plus sévères. Je suis persuadé que la société qui vient de se former n'aura jamais aucun démêlé avec la police. Et si vous croyez que mon approbation soit absolument nécessaire, je la donne de tout mon cœur. Je vous salue républicain. En effet, l'attitude de Napoléon vis-à-vis de la maçonnerie à cette époque-là, consulat, attention, était « il faut l'autoriser, elle nous fichera la paix. Il ne faut pas la patronner, elle deviendrait trop puissante. » Ainsi, les rapports de police à l'époque du consulat sont extrêmement intéressants. On surveille la maçonnerie, on n'est pas rosse avec elle, mais encore faut-il que ces petits messieurs ne se montrent pas taquins à l'égard du pouvoir. En effet, il y a telle ou telle loge, en particulier dans le midi de la France, qui a voulu commencer à avoir des réunions de caractère républicain. Aussitôt, les loges ont été fermées et les braves gens envoyés en prison. Ça se passait à Toulouse. Donc, vive la maçonnerie, mais vive la maçonnerie bonapartiste. Les maçons l'ont très vite compris. Ils ont créé une série de loges qui s'appelait Saint-Napoléon, qui s'appelait Loge Bonaparte, etc. Et la maçonnerie, surtout à partir de l'Empire, est devenue quelque chose de presque strictement bonapartiste. Voici la décision que Bonaparte prit le 3 décembre 1803. Complétée par les décisions du 20 décembre et du 4 novembre 4. Il réorganisa de sa propre autorité le conseil directeur du Grand Orient. Il donna comme grand maître adjoint son frère Louis, qui sera remplacé par l'archichancelier Cambacérès. Masséna, qui était un Israélite du Midi, en est appelé le grand administrateur. Le sénateur était M. de Choiseul-Praslin, un de ces nobles qui avait lâché la monarchie, qui était maçon et qui s'était rallié au nouveau régime. Murat et Lacépède étaient grands surveillants. Lalande était grand orateur. Quel est le rôle du grand orateur? C'est de parler. Pourquoi parle-t-il? Pour exprimer la doctrine. Or, Jérôme Lalande était, dans la maçonnerie, le plus violent de tous les athées, en même temps qu'il était un fameux orateur. Vous voyez donc qu'on respectait la doctrine maçonnique, pourvu qu'il vous foute la paix. Le sénateur Jaucourt, grand secrétaire, l'amiral Magon, grand trésorier, Bernonville et MacDonald, grands experts, Sébastiani, grand garde des Sceaux, Kellerman, garde des archives, le sénateur de Luynes, même situation que pour Choiseul-Praslin, grand architecte, etc. Augereau, grand hospitalier, tout ça. Vous voyez donc à quel point Napoléon, pour être plus sûr de ses braves gens, avait mis dans les cadres sa famille. En 1805, c'est son frère, Joseph, qu'il nomme le grand maître du Grand Orient, avec Murat et Cambacérès comme adjoint. C'était une maçonnerie qui adorait Napoléon. Pour vous distraire un instant au milieu de ces choses graves, je vais vous lire le récit qui est vraiment assez drôle d'une séance. Il faut que je la retrouve d'abord.
une séance d'une loge maçonnique de l'époque et vous verrez combien c'était touchant. Vous y verrez aussi une autre chose sur laquelle j'insisterai. Ceci se passait en 1808. C'était une réunion de la loge, de la révérende loge Saint-Jean de Jérusalem, sous le titre distinctif de la Concorde, loge régulièrement constituée à l'orient de Colmar, Strasbourg, etc. Il y avait 24 pages. On recevait des frères visiteurs de Sarlat en France, de Cassel en Allemagne, et des divers régiments répandus dans l'Allemagne. Je reviendrai là-dessus. On procéda à des acclamations en l'honneur du frère Desportes, rénovateur de la loge. Il y eut un grand discours. Ensuite, on initie des profanes, qui étaient les officiers de régiment. On installe les dignitaires. On inaugure un buste de l'empereur et un autre de Cambacérès. On fait une prière au grand architecte en lui demandant sa protection pour la maçonnerie et pour Napoléon. On s'occupe des affaires courantes et puis on fait un grand éloge de Napoléon, discours en 5 pages. Et alors, voici ce que dit le compte-rendu. Animés d'un même transport à ces paroles, tous les frères se lèvent, saluent en maçon et restent debout. Et alors, le glaive en main. On fait la quête, peu d'argent. On boit des santés et à partir de minuit, on transforme la loge en banquet. Première santé, Napoléon, le grand maître de l'Europe. Deuxième santé, Cambacérès. Troisième santé, Grand Orient. Quatrième, le Vénérable. Puis on chante des cantiques. Ils ne sont pas brillants, vous allez voir. En l'honneur du Vénérable, de Cambacérès et de l'Empereur. Cambacérès, je ne sais pas sur quelle air, j'ai la voix fausse. Cambacérès, prince et grand maître, illustre, reçois d'ici nos hommages et nos vœux, que ton appui dépouillé d'un vin lustre aide aux maçons ainsi qu'à nos neveux, Cambacérès, prince et grand maître. Ensuite, autre couplet. À l'empereur, respect, amour et gloire, lui des Français qui fixa les destins, comme guerrier il ravit la victoire, comme maçon il soutient les orphelins, à l'empereur, respect, amour et gloire. Alors on reprend le couplet sur l'empereur, on fait des santés, des cantiques, et on se saoule. Tel était, vous le voyez, l'esprit, et tous les fonctionnaires y entraient en masse. J'ai retrouvé quelque part un petit papier assez drôle dans les papiers de Stendhal. En 1806, celui qui devait être l'écrivain Stendhal et qui s'appelait alors Henri Bell, est entré dans l'administration comme conseiller d'État grâce à son cousin Pierre Daru, dont la femme était sa maîtresse. Et alors aussitôt, il a cru devoir entrer dans une loge. Et il raconte son initiation et il met en dessous « coûte 127 francs ». Ben pour 127 francs, il y avait de quoi boire et manger, vous savez, à cette époque-là. Donc, c'était l'administration qui régissait tout ça. Cependant, il ne fallait pas se figurer que les loges étaient tout à fait ce que les préfets et Napoléon se figuraient. En effet, il y avait toute une série de loges où l'esprit maçonnique restait un esprit républicain. Toute une série de loges où la propagande discrète mais était violente et où en particulier l'anticléricalisme fleurissait avec éclat. Cet anticléricalisme se trouve en particulier dans des productions qu'on a publiées alors de Sylvain Maréchal. Il y a un écrit de Sylvain Maréchal qui a l'air d'être en honneur de Franklin. Franklin, vous savez, le grand ami de Madame Helvétius, etc. En réalité, ce petit écrit est un écrit où il attaque la Bible, car Sylvain Maréchal fait l'éloge d'un petit ouvrage de Franklin qui s'appelait les souvenirs de l'almanach du bonhomme Richard. Et l'almanach du bonhomme Richard était une série de petites maximes. Et Sylvain Maréchal n'hésite pas à déclarer que ces maximes sont infiniment supérieures. Et vous allez voir, parce que je crois que j'ai retrouvé le papier, infiniment supérieures à... Vous allez voir. Le livre s'appelle « Pour et contre la Bible » par Sylvain Maréchal. Page 400-401. Il y a 25 ans, un véritable grand homme publia dans les Deux Mondes
un livret d'une vingtaine de pages, qui peut-être a déjà fait plus de bien à l'espèce humaine que tous les livres composés avant et depuis. Les 20 pages de la science du bonhomme Richard, écrites par Franklin, renferment plus de vérités utiles et de saines morales que les 5 livres de Moïse, les 150 psaumes de David, les 5 livres sapientiaux de Salomon, les 17 livres des prophètes grands et petits, les 4 évangiles du Christ et toutes les épîtres de ses apôtres, le Shashta de Brahma, le Zend-Avesta de Zoroastre, l'Edda, l'Odine, le Coran de Mahomet. Oui, il faut avoir le courage de le dire, devrais-je mettre, etc. Oui, Franklin, avec son petit livre, en 10 feuillets, a rendu un bien plus grand service à ses semblables que Moïse, David, Salomon, les prophètes, Jésus, Zoroastre, Brahma, Odin, Mahomet, avec leurs sublimes et saintes écritures. Oui, l'espèce humaine ne sera sage, tranquille et heureuse que quand elle aura le bon esprit de fermer tous ces beaux livres et de sentir aux 20 pages de français. C'était donc d'une façon un peu patelarde, mais tout de même, toujours cet effort maçonnique dont je vous ai parlé, pour ramener à la sagesse humaine et à l'égoïsme, à l'utilitarisme, toutes les notions morales et spirituelles. Eh bien, ce travail se continue. Et il se continue avec une violence particulière dans les loges militaires. Les loges militaires de l'Empire ont été extrêmement nombreuses. Voici une statistique qui vient d'un ancien maçon. Les loges, grâce à Napoléon, grâce à l'entrée en masse des fonctionnaires, était devenu quelque chose de absolument général en France, dans l'armée, et alors en même temps, bien entendu, dans toute l'Europe. Et c'est cela qui, à cette époque-là, est aussi importante. Les chiffres du développement de la maçonnerie à l'époque de Napoléon sont quelque chose de très étrange et de très étonnant. En 1800, il n'y avait que 72 loges. En 1802, 114. En 1804, 300. En 1806, 665. En 1810, 1160. En 1914, 1219. Donc environ la moitié dans les régiments. Vous avez vu tout à l'heure qu'à la loge de Strasbourg, on recevait des gens de Cassel et d'ailleurs. Les loges militaires étaient des loges, elles, très anticléricales. Partout où allait l'armée française de cette époque-là, qui avait commencé par être une armée révolutionnaire, où les cadres étaient d'anciens officiers révolutionnaires, partout ils pillaient les églises, malmenaient les filles et faisaient la chasse aux curés. C'est ainsi que la guerre d'Espagne, commencée en 1808, on peut le dire, a été une lutte au couteau entre le clergé espagnol, le bas clergé, et les troupes françaises. Si vous voyez les albums que Goya a fait à ce moment-là, vous y verriez des prêtres écorchés vifs et crucifiés, mais les soldats français aussi, privés d'ornements très utiles à l'homme, écorchés vifs et aussi crucifiés. C'était donc, vous le voyez, une guerre sans merci. On brûlait les églises, on massacrait les prêtres, on violait les religieuses, etc. C'était quelque chose comme un prélude à la guerre civile espagnole, et les armées françaises jouaient un rôle d'instaurer en Espagne un élément anticlérical qui n'existait pas alors. Ceux qu'on appelait les afrancesados, c'était presque tous des révolutionnaires et des jacobins. En Allemagne, la situation était la même, et dans l'Italie du Nord et du Centre, la situation était exactement semblable. Le parti francophile était le parti anticlérical, qui se réunissait dans des loges où les militaires français anticléricaux, les Italiens athées, battaient le maillot ensemble. Et il en allait de même en Allemagne. Donc vous le voyez, si en France, la maçonnerie officielle gardait une certaine modération, parce que l'empereur n'aurait pas aimé qu'on fasse trop de bruit. Dans les armées, ça allait beaucoup plus rondement, et c'était les armées qui créaient dans toute l'Europe cet anticléricalisme à base de haine française, qui a marqué dans la plupart des endroits
le développement du bonapartisme et qui marque encore en Allemagne la vie maçonnique. J'ai été très étonné pendant l'occupation de voir l'espèce de passion qu'avaient les Allemands de gauche, pas de droite, pour Napoléon Bonaparte. Napoléon donnait à la maçonnerie une autre satisfaction très grande. Je vous ai signalé ce matin que les idéologues avaient créé l'Institut, les écoles normales. J'ai oublié de vous dire qu'ils avaient créé aussi l'école polytechnique et toute une série d'autres institutions. Napoléon a tout de suite compris l'avantage qu'il y avait à ça. Et il a mis, pour la première fois en France, et pour la première fois en Europe, peut-être une décision d'une extrême gravité, il n'y a que les Russes qui soient allés plus loin. Pour la première fois en Europe, il a mis les universités et les collèges secondaires entièrement entre les mains de l'État. Et il a confié la direction de l'université à un ancien protestant, maçon, idéologue, à vrai dire très bien élevé et assez joli garçon, qui s'appelait M. de Fontanes. Et Fuentes. Quel était l'esprit de l'université? Eh bien, c'était l'esprit des idéologues. Tous les idéologues qui avaient quitté le gouvernement, qu'il s'agisse de Volney, qu'il s'agisse d'Aunoux et des autres, enseignaient dans ces universités de l'État et dans les collèges de l'État. Les collèges de l'État étaient des collèges militarisés. Les gosses se réunissaient au tambour, les classes commençaient au tambour, finissaient au tambour, tout le monde avait des uniformes, les professeurs avaient des grades un peu comme à l'armée, donc c'était militarisé. Et Napoléon s'en occupait avec tellement de soin que quand il était à Moscou, en attendant qu'Alexandre Ier lui offrit la paix, il se distrayait en corrigeant des sujets de Bachot et en envoyant des instructions au grand maître de l'instruction publique. C'est vous dire à quel point il lui semblait nécessaire de former et de façonner cette jeunesse bourgeoise du début du siècle. Et pour vous prouver qu'il n'a pas perdu son temps, je vous rappellerai que dans toutes les conspirations jusqu'à 1860, aucun ouvrier n'est entré, aucun paysan, que tout a été fait par la jeunesse des écoles, en particulier les polytechniciens. Vous le verrez quand je vous parlerai demain de 1815 à 1830. Donc, on a chauffé à bloc avec les doctrines de liberté, égalité, fraternité, avec une version fausse de la Révolution, avec une diffamation constante du travail de la monarchie et de l'Église. On a faussé dans les universités, sous l'Empire, toute la vision que les Français moyens, intelligents avaient de la France, et cela devait porter un tort terrible à l'Église, à la France, et rendre beaucoup plus difficile la restauration. Je vous dirais aussi que Bonaparte a donné un immense plaisir, infini plaisir, à ces messieurs de l'idéologie, quand, à partir de 1809, il s'est battu avec le pape, et pour faire plaisir à son pauvre petit garçon qui n'en avait même pas envie, a voulu prendre Rome et nommer son fils roi de Rome. La joie des idéologues, en retrouvant dans leur idole la même forme d'anticléricalisme que chez eux, a été infinie. Et quand Napoléon a réuni à Paris un concile national que les évêques pieux, que les évêques saints refusaient, quels sont les gens qui sont venus l'aider et prêcher pour lui et démontrer l'orthodoxie de cette réunion qui ne l'était pas, si ce n'est M. d'Aunoux lui-même. Voici quels sont les pamphlets que d'Aunoux, ou plutôt pas les pamphlets, les choses très officielles, que d'Aunoux a publiées à ce moment-là pour montrer que l'empereur était un bon catholique en persécutant le Saint-Père. Sur la puissance temporelle du pape, publié en 1809. Ensuite, exposition des faits qui ont donné lieu à la convocation d'un concile national. Ce sont deux des ouvrages les plus importants d'Aunoux et qui lui ont rapporté le plus, car ils lui ont ramené la faveur de l'empereur.
Ainsi, dans cette bagarre, Napoléon retrouvait les idéologues et les idéologues le retrouvaient, puisqu'ils haïssaient l'Église ensemble. Seulement, les idéologues ont été battus. Et là, messieurs, je n'ai pas plus beaucoup de temps pour finir ceci, mais je vais vous en parler brièvement. Ceux d'entre vous qui ont lu le très bel ouvrage que notre ami Lestre a publié sur la congrégation de Lyon verront comment ces héroïques jeunes gens, qui n'étaient qu'une congrégation charitable à Lyon, ont réussi à garder le contact du Saint-Père prisonnier, à transmettre les messages du pape prisonnier aux évêques français, à faire imprimer les lettres du pape à la barbe de la police de la maçonnerie, Napoléon qui en écumait de rage. Et comment, avec l'aide des chevaliers de la foi, ils ont en réalité remporté devant l'opinion française et les masses catholiques la victoire pour le Saint-Siège sans que les maçons puissent rien faire comme eux. Tant il est vrai, voyez-vous, messieurs, que des gens vraiment courageux, ils ont risqué leur vie, vraiment courageux et vraiment disciplinés, qui savent se taire, peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, même s'ils sont peu nombreux. Je sais bien que pour un Français, je le suis moi-même, la grande difficulté c'est de se taire. Eh bien, ces jeunes Lyonnais se sont tus et les maçons ne les ont pas eus. Les maçons ne les ont pas eus, d'autant plus que la fortune tournait. Cette maçonnerie, le caractère toujours 18e siècle, le caractère voltairien, sec, n'était plus quelque chose qui convint à la psychologie de l'époque. Madame de Staël a fait beaucoup de bêtises, mais tout de même elle a mis à la mode un esprit nouveau, et dans toute l'Europe, une sorte de mysticisme se réveillait. Vous avez peut-être entendu parler de Madame de Krüdener, dont je vous parlerai demain. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain protestant qui s'appelle M. de Langallery. Madame de Krüdener avait de bonnes relations avec les anges. Elle avait eu avec les hommes, mais maintenant elle s'occupait des anges. Et elle avait des rapports très agréables. Langallery également, et Langallery à Lausanne et ailleurs, avait répandu une forme mystique de maçonnerie et de société secrète anti-philosophe qui avait un succès énorme. L'entourage d'Alexandre Ier, l'entourage du roi de Prusse, les philosophes allemands qui ressuscitaient le patriotisme, les sociétés secrètes qui préparaient les renouveaux nationaux dans l'Europe, n'étaient plus du tout des sociétés de caractère philosophique, mais étaient des sociétés de caractère mystique. Et par conséquent, la franc-maçonnerie française se trouvait en face d'une difficulté très grande. D'autant plus qu'en France et en Italie, naissait un autre mouvement, purement populaire, qu'on a appelé la charbonnerie. Ça remonte très loin. La charbonnerie, ce sont des réunions de charbonniers, de gens qui... Voici, c'est la figure pour pouvoir assassiner les gens qui les gênaient. Mais à cette époque-là, la charbonnerie n'était pas encore ce qu'elle est devenue. Elle était des associations, surtout de paysans et de gens du peuple qui ne voulaient pas aller à l'armée. Je parle de la France. En Italie, c'était autre chose. En France, on en avait assez de l'armée. C'est pas quand Napoléon disait « j'ai un revenu de 300 000 Français par an », la chose peut paraître assez jolie, bien qu'elle soit monstrueuse, mais on en avait assez. Et dans tous les départements de l'Ouest et du Sud-Ouest, à partir de 1810, les jeunes fermiers, les jeunes paysans, ou bien se coupaient le pouce, parce qu'on ne peut pas aller à la guerre, ou bien se cachaient dans les forêts, et entraient dans ces loges de charbonnerie, qui étaient des choses beaucoup plus simplistes. Les bons cousins charbonniers étaient en somme des associations où les grades avaient un caractère familier. Les gens s'appelaient entre eux de cousins et ils se retrouvaient dans les bois, en particulier dans les endroits où on faisait du charbon de terre, des charbons de bois. Ils avaient donc, ils s'aidaient les uns les autres et contre l'armée, contre les sergents recruteurs, et ils préparaient cette résistance passive qui a fait enfin tomber Napoléon Ier et son régime. Cette situation qui montait en Europe, malgré l'obéissance des loges, où était entrée Joséphine en emmenant avec elle 500 dames élégantes du régime, où étaient entrés tous les grands fonctionnaires d'État, la maçonnerie, malgré tout,
commençait à s'essouffler. Et il y avait donc d'un côté les réfractaires, qui avaient des sociétés secrètes. Il y avait d'autre part l'Église, qui avait ses sociétés secrètes très bien organisées et d'un courage extraordinaire. Et il y avait aussi, ceci était important, un certain nombre des idéologues, des gentilshommes, qui avaient tenté longtemps, bien disposés pour Napoléon, mais qui voyaient que Napoléon tournait mal, que le peuple était là, et qui alors se réunissaient chez M. de Lafayette à Lagrange, se réunissaient chez M. Doyer d'Argenton aux Ormes, se réunissaient encore dans 2 ou 3 autres endroits, et préparaient là le débarquement de Napoléon. Ceci n'était pas seulement le fait de ces maçons, si on peut dire, d'ancien régime, qui avaient gardé une forme d'esprit plus libéral que les autres, moins servile. C'était malgré tout des gentilshommes. Il y avait aussi les pourris. Les pourris étaient entrés dans l'Empire avec enthousiasme. Fouché, Talleyrand et les autres. Seulement quand un pourri est très pourri, et qu'il a le ventre assez gros, il ne veut plus courir. Et Napoléon voulait les faire courir, ils en avaient assez. Aussi, Talleyrand était-il espion pour Metternich, et même M. Pierre Daru, ministre de la guerre, était-il espion pour l'Angleterre. C'est vous dire que l'Empire était extrêmement malade. Et que quand Napoléon a été battu par sa folie, il avait perdu le contact avec la réalité, les idéologues l'ont froidement abandonné. Qu'est-ce qui a préparé le texte de son abdication? M. de Fontanes. Qu'est-ce qui a proposé sa déchéance dans le Sénat et la Chambre? M. d'Estude de Tracy. Donc, à ce moment-là, la maçonnerie a bien montré ce qu'elle est. Elle se sert des régimes dans la mesure où elle peut les faire marcher contre l'Église, dans la mesure où elle peut les utiliser pour placer ses gens, mais elle ne s'attache à aucun régime. Et elle a débarqué celui de Napoléon Ier. Elle s'est associée aux ennemis de Napoléon Ier dès qu'elle a vu qu'elle n'avait plus rien à tirer de lui. Et même, quand Napoléon Ier, revenant du golfe Juan, a voulu la faire marcher, il n'a pas réussi. L'opinion n'en voulait plus, le peuple n'en voulait plus, et à ce moment-là, comme je vous le dirai demain, toute la maçonnerie faisait célébrer des messes et des alléluia pour le frère Louis XVIII. Je crois que je dois m'arrêter là-dessus. Il est l'heure que vous vous consacriez à d'autres choses, mais vous voyez, messieurs, comment il faut considérer le danger maçonnique et comment il ne faut pas se frapper trop du fait que la maçonnerie soit de tel ou tel régime. La maçonnerie n'est jamais vraiment fidèle à aucun régime, elle n'est fidèle qu'à son idée secrète, qui est de s'imposer et d'imposer à travers le régime existant les idées qui sont les siennes. Si vous avez quelque chose à me demander, demain au début, vous pourrez me le demander.